Et bonjour tout le monde, et enfin, Dieu merci, est sorti ce film suprême qui est donc un biopic sur la vie et le début de carrière de Cool Chain et Joey Starr, plus connu sous le nom du groupe Supreme NTM. Alors est-ce que le film vaut le détour, que vous soyez fan ou pas de culture hip-hop, ou que vous ayez été bercé comme moi, biberonné au texte d'NTM depuis le plus jeune âge? Bah écoutez, je me propose de répondre à la question en quelques minutes, en tout cas je vais essayer de faire court, en tout cas le plus court possible, à travers ce petit format, donc ce nouveau petit format de vidéo qui est plus ou moins une review, assaisonné de quelques poils d'analyse critique et historique pour le coup, et culturelle bien évidemment, et qui s'appelle One Shot. N'oublie jamais que les cités sont si sombres, tard lorsque la nuit sombre, et que les gens des quartiers n'ont jamais eu peur de la pénombre. Alors déjà, je préviens tout de suite que je vais être tout à fait de parti pris dans cette vidéo, parce que j'ai bien évidemment une tendresse particulière pour le groupe NTM, puisque moi-même j'ai grandi avec leurs textes, j'ai grandi avec leurs albums. Donc avant de voir le film, j'étais déjà de parti pris, j'étais déjà un peu hypé par la proposition qui est de revenir sur les tout débuts de la carrière du groupe, qui se déroule en gros entre 1989 et 1992. Donc depuis la formation, les premiers concerts, notamment au Globo, un des lieux emblématiques de la scène parisienne pour le développement de la culture hip-hop et surtout le rap, le DJing, le MCing, etc. Et 1992 donc qui marque la fin du film et qui marque la date de leur premier concert, le premier concert de Supreme NTM au Zénith. Donc comme je vous disais déjà à la base, dès que j'ai vu les premiers trailers et la première proposition, en tout cas visuellement, de ce qu'allait proposer, de ce qu'allait offrir au public Audrey Estrugo, et ben j'étais hypé. J'étais hypé parce que déjà, esthétiquement, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment une proposition de base qui se défend, même si je vous avoue que j'avais quelques appréhensions. Donc la première appréhension, pour moi, déjà, c'était qu'est-ce que la réalisatrice va bien pouvoir dire de neuf, qu'est-ce qu'elle va pouvoir amener comme regard relativement nouveau par rapport à son sujet. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, en termes d'histoire du cinéma, c'est pas du tout une première fois, c'est pas du tout la première fois qu'un film, un long métrage de fiction, nous propose de nous plonger, ou un documentaire par ailleurs, nous propose de nous plonger dans l'émergence de la culture hip-hop. Donc on pense par exemple, les vieux de la vieille se souviendront de Wild Style en 82, ou de Breakin, qui est beaucoup plus connu, qui est sorti 2 ans plus tard en 84. Beaucoup plus proche de nous, on a bien évidemment 8 Mile, qui est sorti en 2002, donc qui a cartonné. En 2015, on a Straight Outta Compton, qui est sorti, ouais je le dis avec l'accent, qu'est-ce que tu vas faire? Donc oui, beaucoup plus proche de nous, on a Straight Outta Compton qui est sorti en 2015 et qui a, je pense, été une des sources d'inspiration majeure, à la fois en termes visuels et à la fois en termes de narration, pour ce film donc qui est suprême et source d'inspiration donc pour Audrey Estrugo. Donc c'était déjà ma première petite appréhension par rapport au sujet, par rapport au film, de savoir qu'est-ce qui allait se passer et surtout comment la réalisatrice allait arriver à injecter du sang neuf dans un genre qui est pas forcément nouveau, que ce soit le biopic, parce qu'il y a des biopics depuis le début du XXe siècle, notamment dans le cinéma américain. Et un autre volet de mon interrogation par rapport à ça, c'était qu'est-ce que le film va pouvoir amener, va pouvoir apporter de neuf en termes de regard cinématographique par rapport à la culture hip-hop et au mouvement hip-hop en général. Ma deuxième interrogation, elle concernait plus ce que disait par exemple DJ Dynasty par rapport à la question des sources et au manque surtout de sources archivistiques, donc que ce soit au niveau sonore, au niveau textuel, au niveau visuel également, on manque un peu de sources sur cette problématique et surtout sur cette période qui est très particulière, qui est les débuts de la scène hip-hop en France, on n'a pas beaucoup de choses, donc j'avais peur et je trouvais que c'était un peu casse-gueule en fait, de recréer a posteriori toute cette période qui justement manquait un peu d'archives et manquait probablement de sources sur lesquelles s'appuyer. Et puis finalement ma troisième inquiétude qui s'est avérée complètement infondée, notamment à la vue du biopic, donc à la vue de Suprême, ça a été par rapport à la forme. J'avais très peur au vu des premiers éléments et au vu des premiers trailers qui pourtant avaient l'air vraiment prometteurs. J'avais peur que sur 2 heures, on soit dans un format de clip constamment, donc c'est-à-dire d'étirer le format du clip qui généralement dure 3, 4, 5 minutes, mais sur un format beaucoup plus long, et franchement ça aurait été je pense inregardable et insupportable à tenir sur une durée aussi longue. Et bien rassurez-vous, voilà, d'ores et déjà, si vous voulez aller voir le film, sachez que toutes mes craintes étaient complètement, comme je vous l'ai dit, infondées, et se sont avérées être des craintes de vieux cons, de vieux cons conservateurs sur le sujet, et qui n'ont absolument pas lieu d'être, puisque le film évite soigneusement, je pense, personnellement, tous ces écueils, et c'est pour son plus grand bien, et pour le nôtre également. Alors pour répondre à la question, est-ce que le film arrive à injecter quelque chose de nouveau, arrive à injecter du sang neuf par rapport à son propos et par rapport au sujet dont il traite? Clairement oui, ça se voit notamment à travers la forme, qui se manifeste pas du tout sous la forme d'un clip,
et je trouve ça extrêmement intéressant, et c'était plutôt bien géré la question de la forme et la question du rythme également. Audrey Strugo a vraiment bien négocié la transition entre les scènes de live où on voit vraiment, c'est filmé caméra à l'épaule, caméra qui est extrêmement mouvante et qui suit les personnages, qui suit le groupe Supreme NTM, que ce soit dans sa formation la plus élargie au début, ou un peu plus resserrée avec Joey Starr, Cool Chain, Lady V, DJS et quelques autres par la suite. Justement, ces scènes-là sont extrêmement bien filmées, c'est pas confus du tout, et ça arrive bien à retranscrire toute l'énergie et tout le côté patate dans la bouche que vous envoyez NTM en live, puisque c'était vraiment des performeurs assez exceptionnels. Et à contrario, les scènes qui se veulent beaucoup plus intimistes sont aussi extrêmement réussies. Alors pour ma part, j'ai senti, peut-être à tort, hein, mais l'influence de quelqu'un comme Ryan Coogler, qui arrive vraiment bien à filmer, je trouve, et à rendre filmiquement parlant et visuellement parlant, cette question de l'intimité à travers le jeu de regard et le jeu corporel, les attitudes corporelles, etc. Donc pas forcément les dialogues, mais vraiment le langage corporel, qui est extrêmement, je trouve, bien fichu, et qui est très touchant dans ces scènes un peu intimistes. Donc je pense à Fruitvale Station, je pense à Creed également, et je trouve que c'est extrêmement bien rendu, et à mon sens, je crois qu'elle s'en est un petit peu inspirée. Et en tout cas, c'était pas pour me déplaire, clairement. Maintenant, une autre inquiétude que j'avais, comme je vous avais dit, c'est par rapport aux propos. Est-ce qu'on va réussir à injecter du sang neuf? Surtout, est-ce qu'on va réussir à ne pas tomber dans l'hagiographie, comme on dit en histoire, c'est-à-dire le biopic qui se voudrait excessivement élogieux? Et bah là, non, c'est pas le cas du tout. C'est pas le cas du tout, puisque le film, comme vous le savez peut-être, a été écrit en collaboration avec Joey Starr et avec Cool Chain, mais il y avait vraiment cette volonté, je pense, pour moi et à mon sens, de montrer également leurs failles, de montrer également leur prise de bec, de montrer leurs embrouilles, de montrer également les backstage, de montrer ce qui se passait mal quelquefois entre les dissensions qu'il pouvait y avoir entre les membres du groupe. Et il y a pour moi cette volonté aussi, et c'est un écueil qui a été évité vraiment là, et ça me fait très très plaisir, de voir que non, ce sont des humains comme les autres, et qu'ils ont eu également des problèmes au sein de la formation. Quant à la question sociale, j'ai lu plusieurs critiques notamment qui disaient que la question sociale et les problématiques sociales qui étaient à l'époque au cœur des débats, et qui étaient notamment relayées par beaucoup de grands médias, n'étaient pas suffisamment montrées ou de façon pas assez directe dans le film. Eh bien, je suis pas du tout d'accord. Voilà, clairement, je suis pas du tout d'accord avec cette critique. Ce qu'il faut savoir, c'est que quelquefois, on voit effectivement de façon plus ou moins subtile dans le décor et à l'arrière-plan des émergences des thématiques sociales qui sont en cours, notamment la question des violences policières, qui revient régulièrement à travers le film et qui revient aussi ponctuellement comme une espèce de piqûre de rappel, où on voit par exemple les membres du groupe qui régulièrement se font interpeller par la police, qui se font emmener au commissariat et qui se font tabasser, et qui reviennent avec la gueule tuméfiée, etc. Bah ça, c'est autant de piqûres de rappel de ce qui se passait dans les commissariats à l'époque. Le film a également, sans trop vous spoiler, prend le parti d'établir une continuité avec ce qui se déroule jusqu'à nos jours, notamment avec l'affaire Adama Traoré. Et bien effectivement, cette problématique, comme d'ailleurs beaucoup de problématiques sociales, sont abordées au travers du récit, et ce que j'ai trouvé plutôt bien fait et bien amené, et surtout par rapport à la narration qui a été suffisamment bien écrit, je trouve, et bien posée, c'est le fait que simultanément à leur envolée, on va dire, et le fait qu'ils prennent de plus en plus d'importance dans le discours public et dans la culture hip-hop et dans le milieu du rap en général, parallèlement à l'ascension du groupe, on voit également émerger à la fois visuellement et à la fois dans la narration toutes ces formes de contestation et également toutes les problématiques sociales qui ont défrayé la chronique à l'époque. Ça induit le fait, par exemple, que le rap se nourrit de la contestation sociale, se nourrit historiquement parlant et culturellement parlant de la grogne sociale et de tout ce qui ne va pas dans le pays, notamment en France, et en retour, eh bien, la contestation sociale en fait sa bande-son, non officielle ou pas. Donc on a par exemple extrêmement tôt dans le récit, extrêmement tôt dans le film, l'évocation de la mort de Malik Oussekine en décembre 86, et on le voit notamment, donc ça j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait, on voit son nom écrit sur un mur, et ce que je trouve aussi intéressant, c'est de l'illustrer à travers sa présence au sein du cadre, au sein de l'image, donc ce propos politique, qui est écrire sur le mur de la ville, qui est écrire Malik Oussekine et qui demande justice pour Malik Oussekine. Donc ça en fait ce qu'il faut savoir, c'est un procédé qui a déjà été utilisé par le passé, on le voit notamment dans Do the Right Thing, donc de Spike Lee, qui je pense aussi a peut-être servi de source d'influence à la réalisatrice. On le voit notamment dans un autre film des années 70, donc de 1973 je crois, qui s'appelle donc Gordon's War, qui est un film de la Blaxploitation et qui raconte en gros le fait qu'un individu qui est africain-américain, qui est un jeune qui revient, qui est vétéran de la guerre du Vietnam et qui revient dans son quartier dans les années 70, retrouve son quartier complètement pourri par la drogue et par les dealers. Donc ce jeune africain-américain dont j'ai oublié le nom, je suis désolé,
et son équipe de jeunes vont essayer de débarrasser le quartier de la présence des dealers et essayer de sauver un peu la jeunesse par rapport à ce fléau qui sévissait dans les années 70, notamment dans les ghettos noirs aux États-Unis, notamment à travers la diffusion de l'héroïne. Et en fait, ce film Gordon's War, il y a également recours donc à ce procédé-là, à ce procédé filmique et à ce procédé de propos, de mise en scène du propos, puisqu'on voit notamment sur les murs, à un moment donné dans une scène, libérer H. Rap Brown, qui était un ancien membre du Black Panther Party, donc il y a un propos extrêmement politique à ce niveau-là également. Il y a également la question du contrôle du corps des jeunes de banlieue sur la voie publique et qui est réalisé à travers la violence institutionnelle, que ce soit par le biais des contrôles aux faciès ou par le biais des violences dans les commissariats. La prochaine fois, je me ferai tatouer un drapeau bleu-blanc-rouge sur le cul, histoire de faire gagner du temps à tout le monde. Sont évoqués également en vrac la question de la censure, qui est venue se poser un moment dans la carrière d'NTM et relativement tôt, notamment lorsqu'ils ont voulu intervenir dans une maison, dans une MJC de Mantes-la-Jolie et que l'accès leur a été interdit, au prétexte que leur texte était beaucoup trop incendiaire et beaucoup trop énervé pour pouvoir être diffusé. Et vous avez également la question du traitement médiatique des émeutes en banlieue, notamment à Sartrouville. On a accusé le rap de tous les maux, les grands médias les ont accusés de tous les maux, alors qu'encore une fois, on confond ce qui relève du descriptif dans les textes de rap avec ce qui relève du prescriptif, et c'est ce dont d'ailleurs se sont défendus les membres du groupe dans une scène d'interview sur le vif, où on venait les interviewer justement sur la question des émeutes à Sartrouville, alors que eux venaient de sortir leur album, venaient de sortir Authentique. Qu'est-ce que vous pensez de ces banlieues qui prennent feu au moment même où vous sortez votre premier disque? Faut arrêter de tout confondre les gars, nous on fait du rap, on prend des micros, on prend pas des flingues. Et vous avez également la question de la défiance des politiques par rapport au texte d'NTM et par rapport à ce qu'ils représentent. On voit notamment, sans trop vous spoiler, donc on voit cet affrontement verbal qui est quand même assez musclé et assez condescendant de la part des politiques, incarné en la personne d'un député RPR à l'époque qui n'est autre que Éric Raoult, dans la vraie vie, parce que la scène existe vraiment, elle est trouvable d'ailleurs sur YouTube, et on voit surtout que ce qui est reproché au groupe Suprême NTM, c'est pas tant ses textes, on voit surtout là, à travers cette scène, que ce qui importait aux politiques, c'était de rejeter la faute de ce qui se passait en banlieue à l'époque, sur les symboles, sur ceux qui étaient le porte-voix de la génération des années 80, début 90, qui était en l'occurrence NTM ici, et qui en fait se défaussait complètement de toute responsabilité de l'État par rapport à la désagrégation des banlieues, et rejetait la faute sur NTM en leur disant notamment « Maintenant, vous gagnez de l'argent en vendant des disques. Ouais, c'est notre travail, donc on gagne de la thune, on est payé quoi. Et pourquoi vous ne réinvestissez pas cette thune dans les banlieues? Mais vous m'avez pris pour Mère Teresa ou quoi? Je souhaiterais que vous soyez un peu plus Mère Teresa, ça changerait peut-être les choses, et dans le bon sens. D'accord, moi déjà je pense qu'à travers nos chansons, on est déjà un peu plus que vous. C'est clair. Et secondo, vous nous la faites un peu à l'envers, non? Parce que moi je vais vous le dire, il y a un vrai problème avec les jeunes de banlieue qui se sentent rejetés et qui passent leur nuit dans des commissariats à se faire taper sur la gueule. Donc pourquoi ça c'est un on peut vrai pas en problème. parler de Voilà, ça et ça on n'en parle pas. Donc si tout ça, ça change pas, ce que vous allez vous prendre, ce sera bien pire que les dernières émeutes, croyez-moi, NTM ou pas. Donc en termes de problématiques sociales, on a également l'évocation, même si je vais pas trop vous en dire, parce que je trouve que c'est une scène qui est vraiment bien fichue, donc un peu plus intimiste, mais qui a vraiment une montée en tension qui est vraiment bien fichue. Donc c'est la scène pendant laquelle Cool Chain écrit sa partie du morceau Le Monde de Demain. Donc pendant cette scène, on a notamment en arrière-plan un motif sonore assez récurrent, qui est celui de la radio, où on entend ce qui se déroule par rapport aux émeutes de Vaux-en-Velin qui ont eu lieu en octobre 1990, suite à la mort de Thomas Claudio, qui est un jeune qui a été percuté par une jeune de 21 ans, qui a été percuté par une voiture de police, et qui est décédé suite à l'accident. Et ce que je trouve aussi extrêmement intéressant et vraiment bien fichu dans cette scène, c'est qu'encore une fois, il y a une symbiose entre le texte qui est écrit, entre le rap, et la contestation sociale qui est en train de monter. Donc en conclusion, est-ce qu'il faut aller voir Suprême? Eh ben ouais, moi je vous dis clairement, allez-y, voilà, j'ai passé un très bon moment. J'ai été agréablement surpris, même si j'avais bien évidemment quelques doutes parce que je suis un vieux con par rapport à ce qui allait être fait, allait être dit et allait être montré, eh bien mes doutes ont été dissipés. Alors je trouve que c'est vraiment en général un très bon film qui se tient très bien, même si effectivement le petit reproche qu'on pourrait lui faire c'est qu'il y a quelques anachronismes, je ne vous en dis pas plus. Il y a quelques raccourcis également qui ont été pris, donc les puristes pourront un peu bondir de leur siège. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était vraiment de bonne facture, qu'il était beau, que le film était esthétiquement plaisant à regarder, qu'il y avait un vrai propos de fond, que ça se tenait vraiment bien. Et bah écoutez, moi je vous laisse aller le voir et vous me direz ce que vous en pensez. Si la vidéo vous a plu ou au moins vous a intéressé, n'hésitez pas à venir la liker, venir la partager. N'hésitez pas à venir me suivre sur mes réseaux également, je vous mets tout en description, mes Twitter, Twitch, ça fonctionne bien.
et j'y suis assez régulièrement. Donc n'hésitez pas également pour soutenir mon travail et soutenir ce que je vais faire sur la chaîne et que je vais développer, je l'espère, dans les mois à venir vous abonner à la chaîne, à venir tabasser la cloche des notifications pour être mis au courant des prochaines vidéos. Et sur ce, bah écoutez, moi je vous dis à très bientôt, en tout cas je l'espère, et n'oubliez pas, peace, unity, love, having fun. Et ouais, allez ciao tout le monde, bye.